Pourquoi tout d'un coup une mobilisation sur l'Arctique? Parce qu'en fait, c'est très émotionnel l'Arctique. On a tous un pôle Nord en soi. Donc l'action se passe dans l'Arctique. Arctique, c'est le Nord. Arctique, Arcturus, la terre de l'ours, par opposition à l'Antarctique. Si vous voulez dessiner un animal symbolique de cette région, vous mettez un ours. Et à l'opposé, ne mettez surtout pas un ours. Vous mettez un manchot, que les autres appellent les pingouins, mais nous, on les appelle les manchots. Là, on va partir dans l'hémisphère nord. C'est une carte qu'on n'a pas souvent l'occasion de regarder, sauf quand on fréquente ces régions. Elles sont en général la carte de l'Arctique, et c'est un trait très étroit, en général, en Gaune et Pape-Monde, et l'Antarctique, pareil. Donc, comme la Terre est ronde, ce sont des immensités territoriales, et vous voyez tout de suite au milieu que l'Arctique est essentiellement centré autour d'un océan. L'océan Arctique est une mer fermée qui a deux ouvertures, tout en haut le détroit de Bering qui est assez étroit, et ici entre le Svalbard et le Groenland. Ce sont les deux entrées et sorties. Donc c'est un océan extrêmement fermé qui est recouvert d'une immensité blanche qui est la banquise. La banquise fait en moyenne, elle est en train de réduire en épaisseur, elle fait en moyenne 1,50 m à 2 mètres d'épaisseur. Donc imaginez cette banquise, quand même, c'est une vraie coquille d'œuf. Vous avez sous cette couche de glace 3 000, 4 000, 5 000 mètres d'eau. Donc ça fait 2 mètres d'épaisseur. Donc c'est une surface qui est très étroite, très très fine et qui est en mouvement permanent. Si on décidait par exemple de faire cette réunion au pôle Nord, il faudrait marcher. Il faudrait marcher parce que la banquise dérive en permanence, elle est poussée par le vent, elle est passée par un courant dominant, on va dire, qui vient du détroit de Bering et qui amène la glace ici, dans le détroit du Fram. Donc il y a certains jours en été ou à la fin du printemps, si le vent se lève dans le courant froid, ça peut faire 20 km par jour, la dérive. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui bouge en permanence. C'est pour ça que je dis tout le temps, si rendez-vous au pôle Nord, oui, mais il faudra marcher en permanence si on veut vraiment rester sur l'axe de rotation de la Terre. Alors qu'à l'opposé, en Antarctique, vous avez une immense calotte qui est vraiment bien posée comme ça sur le socle et qui bouge, bien sûr, mais extrêmement lentement. Pour conclure cette introduction géographique, c'est que la banquise dérive, d'où la querelle entre Peary et Cook. Quel est le premier qui a atteint le pôle Nord? Parce que quand vous arrivez au pôle Nord, bon, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, je dois dire qu'il n'y avait pas de GPS non plus quand j'y suis allé, mais vous arrivez au milieu, puis la navigation, vous dites, avec l'estime que vous avez reçue du point, etc., vous dites « j'y suis », clac, vous faites la photo, et puis vous repartez. Mais vous dites « tiens, je vais laisser le pavillon quand même, comme ça on saura ». Mais le pavillon, quelques heures après, il n'est plus au pôle Nord. Donc ça, c'était Peary qui a passé 25 ans, un Américain. Cook est arrivé par derrière et qui a dit « moi, je suis le premier à avoir atteint le pôle Nord ». Donc il y a eu une querelle américaine qui a été débattue au Sénat, à la National Geographic Society, et finalement, c'est Peary qui a été le premier reconnu pour avoir atteint le pôle Nord. En Antarctique, donc le Sud, c'est totalement différent. Quand Amundsen est arrivé, il a planté le drapeau norvégien, il a mis la tente et il est parti. Un mois après, l'équipe anglaise Scott arrive. Qu'est-ce qu'il voit au pôle Nord, au pôle Sud? Merde. La tente et le drapeau norvégien. Amundsen était passé avant lui. C'était possible de savoir parce que c'est une calotte de glace qui ne bouge pas. Donc cette banquise-là du Nord, elle bouge en permanence, elle dérive. Alors vous avez tous entendu parler effectivement du réchauffement climatique. Et à la fin de l'été, on apprend que la banquise rétrécit. Elle rétrécit en surface, elle rétrécit aussi en épaisseur. Alors on dit, maintenant avec le réchauffement climatique, cette zone-là va se libérer de glace et donc ça va donner accès à l'exploitation de ces richesses. C'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai parce que d'abord, cette banquise ne se rétrécit qu'à la fin de l'été. Actuellement, il fait nuit. La banquise s'est reformée par endroits. La jeune glace, elle fait 1 mètre d'épaisseur. La vieille glace fait 1,80 m d'épaisseur. Donc on est dans la nuit polaire. Il fait, ça dépend des endroits, mais il fait pas loin de moins 40, moins 35, moins 25. Donc c'est une région où il y aura tout le temps de la glace qui se reformera. Enfin, tant que l'humanité sera là, je pense que la glace se reformera tous les hivers. Et la fonte de la glace, disons la débâcle, commence à se faire en général à la fin du mois d'avril. C'est un petit peu plus tôt en ce moment, c'est la fin du mois d'avril, avant c'était vers la mi-mai. Donc il y a une débat. Il faut savoir quand même que cette surface de glace sera donc toujours
encombrés par la banquise. Alors, il y a plusieurs intérêts économiques, on va dire. Donc, la banquise qui fond, qui se rétrécit à la fin de l'été, c'est l'ouverture de nouvelles voies navigables. C'est vrai, pour vous mettre en tête, vous partez de Brest en bateau, le nord-ouest, vous faites de l'ouest, vous allez vers le nord, vous arrivez ici et vous allez au détroit de Bering en longeant les côtes canadiennes et à la fin la côte américaine de l'Alaska. Le passage du nord-est, vous partez dans l'est. Ici, vous avez reconnu l'Angleterre, vous partez dans l'est et vous allez longer les côtes russes. Donc ces deux zones-là, ces deux passages-là, surtout vers l'est, se libèrent plus facilement. Et donc les voies navigables s'ouvrent. Qui est-ce qui en profite à l'heure actuelle? Le tourisme, la navigation touristique, parce que les bateaux qui travaillent en ce moment, les bateaux de tourisme qui travaillent en ce moment sur la péninsule antarctique, passent l'été aujourd'hui à faire le passage du nord-ouest, qui est un produit touristique qui se vend de plus en plus. Donc les premiers, c'est les navires touristiques. Deuxièmement, sont les pêcheurs. Les pêcheurs ont des zones d'eau qui se libèrent, des zones d'eau libres. Et puis en plus, on assiste à une montée en latitude progressive des espèces. Et donc ça fait des zones de pêche qui sont beaucoup plus larges. Donc la navigation profite au tourisme et aux pêcheurs. Elle est loin de profiter, on parle de l'ouverture des voies navigables pour le commerce. Allez naviguer dans ce coin, que vous passiez au nord-est ou au nord-ouest, il y aura toujours de la glace qui traîne. Vous devez avoir forcément ce qu'on appelle des bateaux, des coques renforcées glace, c'est-à-dire des bateaux avec double coque. Donc l'investissement est important. Vous devez avoir des équipages qui sont bien formés pour naviguer dans les glaces. Donc ça coûte cher, et puis quand vous poussez de la glace, en général, vous consommez beaucoup plus. Donc il n'est pas dit, si vous voulez, qu'en termes économiques, que ce soit vraiment rentable, que les armateurs n'investissent pas vraiment abondamment dans ces systèmes-là de navigation. Une qui fonctionne bien et qui a toujours fonctionné, c'est le nord-ouest, parce que les Russes sont là depuis longtemps. Ils ont des brise-glaces nucléaires colossaux. Ils font des trains de navires, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a le cul en V comme ça et l'autre met le nez dans le cul de l'autre. Et puis on se suit, parce que le problème quand vous naviguez dans les glaces, c'est qu'il faut un bateau qui ouvre, mais il y a une telle pression, donc le bateau fait sa voie dans la glace, le brise-glace, et derrière, si vous n'êtes pas tout de suite dans le chenal, il se referme. Donc il faut vraiment avoir une ouverture qui se fait par des brise-glaces. Et de ce côté-là, les Russes sont très présents, ils ont beaucoup de glaces nucléaires, ils ont une connaissance parfaite de cette région, ils peuvent intervenir en cas de problème, ce qui n'est pas tout à fait le cas du côté du nord-ouest, qui est une zone effectivement en discussion entre les Américains et les Canadiens. Ensuite, l'autre ressource économique, c'est bien sûr les ressources de pétrole et gaz. Il y a sur les plateaux continentaux, donc vous voyez le plateau continental, c'est la zone de terre qui va en eau peu profonde. Là, il y a du gaz, il y a du pétrole. Il y en a beaucoup, effectivement, au large, sur le plateau continental russe. Alors on dit maintenant que la glace disparaît, on va pouvoir l'exploiter. Mais non. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, la glace, elle sera là 9 mois sur 12, donc c'est un vrai problème. Ce qui va justifier à un moment donné, ou qui va encourager les compagnies pétrolières ou de gaz à aller exploiter, c'est quand le baril sera à 150. À l'heure actuelle, un baril à 90, 95, 100 ne permet pas de couvrir les investissements nécessaires pour exploiter le gaz et le pétrole sur des zones comme ça qui sont aussi techniques. Donc vous voyez que la notion d'Eldorado est quand même un peu surfaite, mais il faut comprendre quand même que les grandes majors du pétrole et du gaz vont aller exploiter parce qu'il y a d'énormes richesses. Vous avez au large de Mourmansk un gros réservoir de gaz, Stockman, qui est le deuxième réservoir après celui du Qatar. Donc vous comprenez que c'est énorme. Il y a aussi du pétrole. Je pense qu'il y a une énorme discussion aujourd'hui sur l'avenir de l'Arctique. Est-ce qu'il faut exploiter ou non? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, si vous voulez. Les pays sont souverains sur cette zone-là. Les pays qui ont signé la convention, le droit maritime international, ont une attribution. La France en fait partie, si vous voulez. On a une zone économique exclusive de 200 000 nautiques au large, jusqu'au large. Donc quand vous avez cette zone-là de zone économique exclusive, vous pouvez exploiter la zone d'eau et le sous-sol. Donc les États sont souverains sur ces zones-là. Mais il y a une mobilisation, on ne va pas dire mondiale, mais des pays occidentaux, pour essayer de limiter cette exploitation. L'idée étant de faire en Arctique la même chose qu'on a fait en Antarctique, c'est-à-dire un traité qui protège cette région, en faire une terre de science, une terre de paix.
Mais les pays du pourtour arctique, et puis attendez, il y a des costauds. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a la Norvège. Les pays de la circonférence polaire sont souverains sur ces zones-là. Et ce qui est embêtant, c'est que statistiquement, il y aura un jour une marée noire. Et une marée noire en Arctique, ça va être absolument catastrophique. La marée noire qu'on a connue récemment, quand il y a eu le perte de contrôle sur un puits dans le golfe du Mexique, vous avez vu quand même qu'il y a eu une mobilisation énorme, le nombre de bateaux techniques qui sont venus avec des sous-marins pour essayer de colmater au plus vite dans une mer qui est chaude, où l'activité biologique permet de digérer tout ça, si vous voulez. Et vous avez vu le temps que ça a pris. Imaginez une perte de contrôle d'un puits de pétrole ici en mer de Barents, par exemple, en plein hiver, ça va être une catastrophe. Et donc, je réfléchis bien sûr, d'abord l'Arctique, pourquoi tout d'un coup une mobilisation sur l'Arctique? Parce qu'en fait, c'est très émotionnel l'Arctique. On a tous un pôle Nord en soi. Il y a beaucoup d'affects sur l'Arctique. On a tous lu les igloos, les Esquimaux, on a tous eu des nounours, des ours en peluche. Enfin, il y a l'ours, il est là. Le Père Noël qui est à son usine là-haut au pôle Nord. Donc, vous voyez, il y a un énorme affect. Donc, il y a une mobilisation qui dépasse largement les pays qui sont autour. En Méditerranée, c'est essentiellement les pays du pourtour quand il y a un problème à résoudre. Et là, c'est une partie de la planète qui se mobilise et qui ne fait pas plaisir au Conseil arctique, qui est composé de tous ces pays-là. Donc, je pense que le côté émotionnel fait qu'il y a une mobilisation. J'y réfléchis beaucoup, je me disais, qu'est-ce qui pourrait, j'ai entendu non sur la salle, il ne faut pas exploiter. Mais vous avez compris qu'on n'est pas souverain du tout, là, et on ne va pas décider. Plantez-vous en face de Poutine, vous allez voir. Il y en a qui ont fait l'essai. À l'heure actuelle, les Russes ont commencé l'exploitation sous l'eau, sur le plateau continental, ici, en mer de Petchoram. Ils ont fait le premier puits, qui a été visité donc par Greenpeace, qui est en peu d'eau et très près de la côte. Et c'est dans une zone qui est un peu à l'abri, pas mal à l'abri des glaces dérivantes. Donc ensuite, il y a d'autres compagnies qui travaillent beaucoup sur le site de presqu'île de Yamal. Donc ça, c'est sur la Terre, ce sont des choses que l'on connaît, mais sur l'océan Arctique, l'accident risque d'être catastrophique. Alors je réfléchis, me creuse la tête, j'avais essayé à un moment donné, j'avais fait une pétition sur Internet, j'avais eu 35 000 signatures très rapidement, donner à la banquise une valeur symbolique. Parce que la banquise, elle n'a aucune valeur économique, mais par contre, elle a une valeur importante. Sa disparition va causer des problèmes sur l'écosystème local, mais on est tous concernés par la disparition de la banquise, parce que dans la machine climatique, pour faire simple, le climat, c'est l'équilibre entre la chaleur des tropiques. Il y a une production de chaleur constante dans les tropiques, été comme hiver, et cette chaleur tropicale, elle est compensée par le froid des deux pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour échanger la chaleur des tropiques. Elle a les courants aériens et les courants océaniques. Un qui est célèbre, le Gulf Stream, qui amène un petit peu, et puis il y a l'autre branche ascendante qui le reprend. On a ouvert la porte du frigo. L'Arctique est touché beaucoup plus que les autres régions du monde parce que l'Arctique change de couleur. L'Arctique était une zone qui était blanche la majorité de l'année, c'est-à-dire recouverte de neige sur les zones qui protégeaient le permafrost et recouverte de glace sur l'océan. Le blanc, comme vous savez, réfléchit le rayonnement solaire. Aujourd'hui, l'Arctique est en train rapidement de changer de couleur. Il y a une chute de l'albédo, c'est-à-dire la capacité à réfléchir le rayonnement solaire. L'Arctique devient un capteur du rayonnement solaire. Et il y a un phénomène d'emballement qui fait que l'Arctique, en moyenne, s'est réchauffé de près de 5 degrés, alors que le reste de la planète s'est réchauffé de 2 degrés. Et ce froid là-haut, la porte du frigo qui est ouverte, on perd des frigories aujourd'hui, et on va manquer de ce froid un jour pour compenser l'accumulation de chaleur tropicale, qui, comme vous le savez, est à l'origine de tous les cyclones. Alors je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver la solution pour ne pas qu'il y ait une exploitation de cette zone-là? Parce qu'il va y avoir, statistiquement, il y aura un jour une marée noire. J'en ai parlé à quelques présidents d'entreprises parce que le sujet m'intéresse. Tous sont convaincus, et ils le savent, que s'il y a une marée noire dans le secteur, le monde se mobilise contre eux et ils peuvent plier boutique. Vous avez vu, ça a coûté 15 milliards à BP dans le golfe du Mexique. Là, ça va coûter cher, puis ça va durer longtemps. Donc, je me mobilise pour dire aux actionnaires, faites gaffe. Parce que si vous avez investi dans une compagnie pétrolière qui va exploiter du pétrole là-bas, le jour où il y aura un problème, vous avez tout perdu. Donc, c'est cette espèce de trouille qu'il faut donner à l'actionnaire, si vous voulez, de manière à ce qu'il n'investisse pas sur une compagnie qui, à un moment donné, déciderait d'exploiter le pétrole. C'est la seule parade que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Donc, essayez de la répandre autour de vous pour protéger l'Arctique. Merci.